Bonjour tout le monde. Merci d'être présent pour notre présentation. Je suis Bruno Ferrier. Je suis à l'initiative du... voilà, vous m'entendez mieux? C'est bon. Excusez-moi. Je suis à l'initiative de ce projet Open Active House. Et donc je suis accompagné aujourd'hui de Fabien et Joumana. Fabien et Joumana, si vous voulez vous présenter. Bon, salut, je suis Joumana, ingénieure IT et développement, système embarqué. Je travaille avec Fortil, avec Bruno. Merci. Et bonjour, donc Fabien Brocheton, directeur de Numtech. Numtech étant la marque environnement du groupe Fortil. Donc après groupe Fortil, Bruno va dire deux, trois mots. Merci. Donc effectivement, on travaille tous pour la société Fortil. Donc le groupe Fortil, c'est une société de conseil en ingénierie. Nous sommes aujourd'hui 1300, un peu plus, donc dispersés dans toute la France. On a un modèle avec des agences dans la plupart des grandes métropoles françaises, en extension en Europe dans les grandes capitales et un petit peu aussi hors d'Europe. Donc, notre société Fortil a été fondée par Olivier Rimini et a une particularité car notre groupe, notre organisation est très sensible aux sujets environnementaux. D'ailleurs, on a un slogan qui est Sustainable Performance qui nous permet d'engager un certain nombre d'initiatives, dont cette initiative, le projet Open Active House, qui a pour but qui est une réflexion à l'origine autour des problèmes environnementaux. Alors je vais me présenter moi déjà dans un premier temps, donc Bruno Ferrier. Donc, je suis responsable de ce département recherche et développement, spécifiquement en développement durable. Et dans ma carrière, j'ai été amené à voyager énormément, à travailler en Chine, aux États-Unis et en Allemagne, etc. Et j'ai pu constater un certain nombre de choses et appris de ces voyages, appris sur l'écologie, appris sur les différents principes qui sont importants et je pense qu'ils seront importants dans le futur autour de cette réflexion sur notre mode de vie, comment réduire ces fameuses émissions de CO2 dont on entend tout le temps parler et comment, entre guillemets, vivre mieux sur notre planète, tout simplement. Voilà. Alors, attendez. Donc le projet Open Active House, donc c'est un projet, c'est à l'origine une réflexion sur un autre mode de vie, une manière de vivre différemment. Donc c'est une réflexion autour d'une architecture, une réflexion architecturale. Donc on peut voir ici, là sur la droite, donc c'est pas nouveau, ça fait déjà depuis des décennies qu'on réfléchit sur des nouveaux modes de vie. Donc on peut voir ici notamment une réflexion qui s'appelle Earthship, qui est notamment déployée aux États-Unis. C'est un mode de fabrication qui est éco-responsable, basé sur le recyclage de matériaux, notamment de pneus pour l'isolation, par exemple. On s'est inspiré beaucoup de ce modèle autour de celui qu'on a pu développer. Mais vous pouvez voir aussi également qu'il y a énormément d'initiatives très diverses dans le monde. Je pense que c'est un point qui est très important aujourd'hui si on veut réfléchir sur un nouveau mode de vie, un mode de vie alternatif. Il faut savoir prendre un peu de recul et regarder le monde et aussi la diversité dans le monde. Par exemple, dans mes voyages en Chine, j'ai pu constater que la densité de population, évidemment, est très importante dans les grandes villes notamment. Ils parlent de petites villes quand on a une ville de 10 millions d'habitants, ce qui est assez exceptionnel pour nous. Et on peut voir aussi que la population, notamment chinoise, vit avec la climatisation. On peut voir aussi l'avènement de la climatisation dans le monde, qui est incroyable. Et évidemment, si tout le monde se mettait à installer des climatisations chez soi, ça serait complètement impossible à gérer d'un point de vue énergétique. Donc voilà, donc le projet Open Active House, c'est un projet de recherche à l'origine, c'est très important de le comprendre.
Donc on a vraiment travaillé à partir d'hypothèses qu'on a définies au début de ce projet. Et on a suivi on va dire, ce chemin industriel. Alors je ne sais pas si vous êtes habitué de ce genre de choses, des projets de recherche. Donc c'est les TRL, Technical Readiness Level. Donc c'est un indicateur qui est utilisé de manière très commune dans la recherche et qui permet de définir des activités sur les différentes étapes de son projet. Donc la première étape, tout simplement, c'est la définition des principes qui vont articuler ce projet de recherche. Ah, c'est pas ça. Donc je vais vous présenter le TRL1, donc, qui est en fait notre, on va dire, notre point de départ autour de ce travail de recherche. Il fallait d'abord faire un constat sur la problématique écologique et pour pouvoir prendre des bonnes hypothèses et ensuite partir sur des designs qui répondent vraiment aux problématiques qui ont été définies au départ du projet. Il y a un exercice qui est très important à réaliser lorsqu'on définit ces principes au début d'un projet de recherche. C'est faire une prospective, un travail de prospection sur quel sera le monde de demain. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, face aux problématiques de changement climatique, on est obligé de réfléchir et de changer nos comportements. Et ma conviction, notre conviction, c'est que l'économie doit intégrer l'écologie. Donc si l'écologie fait sa place dans l'économie, qu'est-ce qui va se passer? Donc c'est ce qu'on voit dans ce premier schéma. On avait anticipé déjà en 2019 que le CO2 allait impacter les coûts des matériaux et l'énergie. Donc dans ce travail prospectif, on a déterminé que l'énergie, le coût de l'énergie allait exploser. Donc je vous rappelle, on a commencé en 2019. Aujourd'hui, la situation aujourd'hui nous donne raison. On voit très bien que le prix de l'énergie a été multiplié par 10 par moment. On voit beaucoup de volatilité dans les prix. Et c'est quelque chose qui est, malheureusement, je pense, une attitude, on va dire une réaction qui va s'exprimer dans le futur lors de cette transition. Donc, si on considère ce modèle économique, on va voir aussi que les matériaux vont coûter très cher. En gros, la transition écologique, la transition énergétique qu'on essaie d'amorcer, c'est convertir des énergies fossiles en minéraux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de consommer du pétrole, on va aller extraire des matériaux dans des mines pour faire des panneaux solaires. Donc tout ça, ça consomme de l'énergie. Donc c'est la transition qu'on va faire. Pour résumer, je ne sais pas s'il y a des gens qui gèrent des projets, mais on va augmenter le CAPEX et diminuer l'OPEX. C'est-à-dire l'investissement initial doit être important pour investir dans du matériel, des équipements, des solutions qui nous permettent d'avoir une faible consommation. Faible consommation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la durée de vie de votre installation, de votre système, le coût de fonctionnement doit être minimum. La consommation énergétique de vos systèmes doit être minimum. Donc voilà sur l'aspect économique. Ensuite, je vous ai mis ici une image qui illustre la banane et le coût de la banane. Donc bon, c'est petit, vous voyez sûrement pas très bien, mais la partie de rétribution aux cultivateurs, c'est le tout petit point qui est juste en haut, comme ça. Donc on voit que dans le coût d'une banane, en définitive, le transport, le stockage et la transformation sont les coûts les plus importants. Et donc la banane, malheureusement, c'est un fruit qui aura sûrement une hausse de prix très conséquente. Le bilan énergétique, bon, c'est un constat du GIEC. Je pense que je ne vous apprends rien aujourd'hui en vous disant que on ne fait pas de transition énergétique puisque lors de notre histoire, on a toujours empilé les sources d'énergie.
Donc on le voit très bien dans ce graphe. Bon, il y a la consommation de bois qui est un peu diminuée, mais quand on regarde le pétrole et le gaz et autres, ces consommations n'ont fait qu'augmenter jusqu'à aujourd'hui. Donc une transition sur des énergies renouvelables va être un petit peu compliquée. On le sait déjà que énergétiquement, la solution sera diverse. Il y aura toujours toutes les sources d'énergie utilisées par la population. Et finalement, la circularité. La circularité, c'est très important. On l'a étudié à plusieurs niveaux, au niveau de notre installation, mais au niveau du modèle économique, etc. La circularité, c'est très important, évidemment, pour limiter les déchets et revaloriser notamment les déchets de nos activités. Non, juste accélérer. Bruno, il aime bien parler. Hop, j'avance. Donc voilà, donc je vous présente le TRL2, donc c'est-à-dire le design de l'installation qu'on a pu définir. Donc ce design est relativement simple. Il n'y a pas d'innovation majeure dans ce design, c'est plus un agrégat de solutions existantes. Donc dans un premier temps, donc on veut une installation qui soit pilotée. Donc l'IoT prend sa place dans ce type d'installation pour pouvoir réguler la température et puis gérer le circuit d'eau. Parce que vous allez voir, dans cette installation, on a à travers ce dôme géodésique associé une serre de culture à l'espace d'habitation. Donc il y a une circulation d'eau dans cette installation, et cette circulation d'eau va être automatique grâce au photovoltaïque ou l'éolien. C'est-à-dire que toute l'énergie qu'on va pouvoir produire dans cette installation va servir à réguler cette installation. C'est pour ça qu'on parle de Open Active House, une maison active qui travaille. En gros, la nature travaille pour nous, pour réguler cette installation. Sur la partie habitable, on a réfléchi, on a découvert la transformation des containers maritimes. On n'était pas intéressé forcément par la modularité de ces containers, mais surtout pour son process de fabrication. C'est-à-dire qu'on a défini un process de fabrication qui consiste à récupérer les matériaux de construction, les mettre dans ces containers, acheminer ces containers sur le lieu de fabrication et avoir une fabrication locale, de manière à limiter les déplacements évidemment. Et ces containers qui sont utilisés pour acheminer les matériaux de construction seront transformés sur place pour pouvoir construire cette habitation. Ces containers maritimes sont aussi équipés de toits végétalisés pour réguler évidemment l'exposition au soleil et la température dans ces éléments. Le circuit d'eau est traité par phytoépuration tout simplement, hein, donc une succession de bassins qui vont filtrer les eaux. Point élément, on va dire, innovant sur cette installation, c'est la tour bioclimatique. Donc c'est un concept qu'on a inventé ici, vous voyez. Et donc cette tour bioclimatique se situe au milieu du dôme géodésique, et cette tour permet de réaliser une circulation d'air et d'eau. Donc c'est-à-dire que l'air est aspiré dans le sol et est aspiré du haut de cette tour, injecté dans le sol et en fait relâché dans la serre au niveau du sol. Également, cette tour bioclimatique accueille un château d'eau, entre guillemets. Donc, c'est-à-dire qu'on va monter l'eau dans cette tour bioclimatique grâce à l'éolien ou au panneau solaire pour après en profiter lors de périodes où il n'y a pas de soleil ou de vent, évidemment, typiquement la nuit. Ce réseau d'eau est également alimenté par un système aquaponique. Donc il y a des bassins de pisciculture situés à l'arrière de cette installation et qui permettent de réguler là encore la température de cette eau, parce que les poissons sont très sensibles à la température. Et voilà. Le tout est orienté sud-nord avec cette face nord qui est semi-enterrée, qui permet de profiter de l'inertie thermique des sols.
Donc voilà, donc ça c'était le TRL2. Donc on a beaucoup avancé sur ce projet évidemment. Aujourd'hui on en est au TRL7, c'est-à-dire à la création de notre prototype. Donc Fortil aujourd'hui, on travaille sur l'acquisition d'un terrain et sur la fabrication d'une Active House dans le sud de la France. Donc, vous pouvez voir ici la partie l'habitation et comment on souhaite implémenter, intégrer l'Active House sur ce terrain, autour d'un projet agricole notamment. Alors après, ça c'est très intéressant, mais quel modèle économique? Comment on peut travailler avec ce type d'installation? Donc on a développé le modèle Open Design. Alors vous connaissez certainement l'open source appliqué au logiciel. L'open design, c'est la même chose que l'open source, mais appliqué à des systèmes ou des installations. Donc l'idée, nous, Fortil, on a développé une plateforme digitale pour partager toutes les recettes de fabrication de cette installation. L'idée, c'est que n'importe qui dans le monde puisse s'accaparer ces études et développer son propre projet Active House. Alors, juste, si tu veux, je ne sais pas si tu peux revenir sur le slide d'avant. Le problème du modèle économique, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, on est dans un monde capitalistique. Et contrairement à ce qu'on voulait, notre premier, on va dire, client ou personne qui a envie d'installer cette Open Active House se trouve être à Dubaï pour installer ça en plein désert, pour accueillir des touristes et avoir une palmeraie associée à une habitation de touristes. Donc on est totalement sorti de notre modèle de vision initiale qui était quelque chose de sustainable, plutôt de faire de l'autoproduction pour repasser dans l'application touristique. C'est malheureusement le constat aujourd'hui qu'on fait. Ah, effectivement, l'approche écologique est compliquée. Je pense qu'on a eu tellement de greenwashing ces dernières années que réfléchir ce sujet comme nous, on peut le faire aujourd'hui avec un œil d'industriel, un œil de technologiste, c'est difficile. Parce que du coup, comme Fabien vient de le mentionner, un client qui était intéressé par ce projet a un petit peu dénaturé ce projet, au contraire, en essayant de chercher un circuit touristique, créer des circuits touristiques. Donc c'était pas du tout l'idée initiale, évidemment. Donc cette plateforme digitale, on a travaillé dessus. Elle n'est pas encore publique. On espère le finir très bientôt. On a travaillé sur cette plateforme digitale qui permet de référencer son projet de construction et qui permet en quelques clics de récupérer l'équation énergétique du lieu d'implantation, c'est-à-dire savoir s'il y a un potentiel photovoltaïque. S'il n'y a pas de potentiel photovoltaïque, il n'y a aucun intérêt à aller installer un panneau solaire, évidemment. Pareil pour de l'éolien, etc. Donc, autour de cette application, on fait de l'agrégation de données. Et donc la première étape, en choisissant le lieu géographique, on récupère les normales de température, on récupère les vents, l'hydrométrie, on récupère la qualité des sols. Plein d'informations qui sont très intéressantes lorsqu'on lance un projet écologique comme celui-ci. On est très chanceux en France et je pense qu'on a une réelle opportunité puisque ces données sont accessibles. Donc un géoportal, par exemple, va nous permettre de récupérer énormément d'informations. On a des cadastres qui sont très bien maintenus en France, donc on sait très bien déterminer les délimitations des terrains, etc. Donc, je pense que vraiment en France, on a un potentiel pour vraiment avoir une gestion intelligente de toutes ces informations autour de projets écologiques. Donc, comme vous pouvez voir dans ce modèle à gauche, cette application va permettre de récupérer des données accessibles depuis le site ou des applications de diverses organisations. Et ensuite, dans cette installation, les IoT vont nous permettre de faire des mesures et pouvoir travailler sur un modèle d'intelligence artificielle et pouvoir un petit peu, challenger le modèle par rapport aux mesures réalisées dans cette installation. Donc sur cette partie haute, Fabien est un
peu notre spécialiste, donc je vais te laisser parler de cette partie. Oui. Alors, juste avant, pour dire, donc c'est un projet à la base R&D Fortil qui utilise des expertises, des compétences des différents bureaux d'études Fortil. Il y avait aussi des partenaires. On ne maîtrise pas tout. On est à Lyon, l'INSA Lyon a travaillé sur la partie mécanique. Il y a eu des écoles d'agriculture, parce que quand on dit, il y a aussi des simulateurs pour savoir quel type de plantation, de production et autres, donc avec des modèles agronomiques qui sont derrière. Donc ça agrège aussi pas mal de compétences externes. Alors après, donc dans les briques ou les expertises Fortil, donc Numtech, le métier d'origine, c'est de l'expertise atmosphérique. Donc on travaille à la base, à l'origine, sur qualité de l'air et météorologie. Donc on parle de système agricole, donc il faut des données, mais aussi des données de prévision. Donc c'est quelque chose qu'on fournit. Et alors, dans la météorologie, ce qu'on va appeler de l'IA, du machine learning, ça existe depuis quelques années. On peut nous aussi parler de fusion de données. Donc par exemple, de la météorologie, ce qu'on peut faire, c'est agréger. C'est pas une prévision météorologique seule. Finalement, il y a toujours l'incertitude. Donc ça peut être dans de l'IA, faire ce qu'on appelle nous de la prévision d'ensemble, c'est-à-dire agréger à la fois plusieurs prévisions fournies par différents fournisseurs, dont Numtech, mais ça peut être du Météo France, ça peut être du Centre européen, ça peut être des prévisions américaines. Et si en plus vous avez une station météo, c'est de la prévision d'ensemble, mais corrigée, downscalée par votre station météo, pour corriger les incertitudes. Donc, pour certains, c'est du machine learning, mais finalement, c'est quelque chose qu'on fait aussi déjà depuis quelques temps. Donc Numtech, alors, à la base, nous, on travaille plutôt avec des systèmes sur des sites industriels, à l'origine, pas sur l'Open Active House, c'est vrai que pour nous est un nouveau sujet, puisqu'on travaille, nos use cases, si on parle en France, ça va être Total Energy, Veolia, Suez, EDF, Arkema, ArcelorMittal. Donc nous, on est sur du pilotage et de fourniture d'outils d'aide à la décision de ces sites industriels. À l'origine, sur la qualité de l'air, maintenant de plus en plus sur toutes les chaînes de l'environnement, donc air, eau, déchets. Et quand on parle de pilotage, notre expertise, c'est fournir des outils d'aide à la décision qui leur permettent de piloter. Je vais prendre notre cas le plus historique, les raffineries Total Energy en France, aujourd'hui, pilotent vraiment par rapport à leur impact qualité de l'air. C'est-à-dire, depuis maintenant, même les années 2000, il y a tout un processus de prévision en fonction du process des raffineries pour savoir quel est l'impact qualité de l'air de leur process à 2, 3, 4 jours, et si gros impact, de modifier toute la chaîne de process. Alors ça peut être sur des petits leviers jusqu'à des gros leviers énormes, notamment on parle d'impact SO2, ça peut aller à quel est le type de pétrole que je raffine, sachant que bien entendu le pétrole qui va impacter le moins la qualité de l'air, c'est le plus rare et le plus cher. Donc pour eux, ça peut avoir des impacts économiques monstrueux. Et donc l'expertise de Numtech, c'était de fournir ce genre de tableau de bord. Maintenant, on parle de dashboard. Voilà, c'est des choses que... Alors, Numtech n'a que 20 ans, mais ça fait quelque chose qu'on fait depuis 20 ans, de fournir ce genre de dashboard, d'associer de l'IA, puisque ces dashboards, même pour faire de la qualité de l'air, il faut d'abord soit avoir des données d'émission, donc ça peut être des capteurs à l'émission, mais des fois, on n'a pas forcément des capteurs à l'émission, mais on va avoir des capteurs au niveau du process. Sur un four, on va plutôt avoir la température du four, le fuel qu'il consomme, des débits d'air et autres, et d'essayer avec ces données-là d'aller jusqu'à des calculs d'émissions de polluants. Donc ça, c'est une expertise qu'on a développée plutôt sur l'industriel et finalement qu'on applique sur l'Active House. Et donc avec je pense qu'il y a beaucoup dans la salle, machine learning, capteurs, ça veut dire même d'ailleurs des capteurs qui valent 40 000 ou 50 000 euros en installation. Il peut y avoir des trous de données, des anomalies, donc c'est tout ce genre de filtrage et qui est encore de plus en plus maintenant important puisque même dans notre domaine, des capteurs low cost, mid cost, ça dépend jusqu'où vous allez dans la qualité des données, on se rend compte que oui, on peut déployer de plus en plus de capteurs, mais il faut aussi de plus en plus les filtrer, bien les connaître avant d'exploiter ces données-là. Et donc, ça, c'est des exemples, je ne vais pas aller plus loin. Et donc, nous, on est plutôt la partie haute, dashboard, IA, pilotage.
sachant le pilotage d'ailleurs dans l'ActiveHouse. Alors c'est plus simple dans l'ActiveHouse d'avoir aussi des boucles de rétroaction, puisque d'avoir aussi des informations et finalement après de piloter des installations. Alors quand je dis c'est plus simple, parce que dans mon domaine industriel, déjà sortir des données de sites industriels, il y a 20 ans, c'était difficile, même sur des données environnementales, qui ne sont pas forcément des données de process industriels. Maintenant, on arrive à les sortir. Par contre, re-rentrer, quand on est à l'extérieur, on va dire dans le cloud, pour piloter sur des sites, non, là, il faut changer. Il faut revenir sur les sites. Parce que certains sites industriels, je prends même des incinérateurs, des stations de traitement d'eau, sortir des données, il faut déjà, oui, si les process sont bien sécurisés. Par contre, rentrer sur les systèmes industriels de l'extérieur, pour eux, c'est des failles de sécurité énormes. Sur un incinérateur, vous pouvez très vite, j'allais dire, le faire exploser si vous avez la main. Donc là, on revient sur des questions de sécurité qui sont importantes. Et finalement, on est sorti du cloud pour gérer certaines données, mais en fait, on se rend compte que ces outils d'aide à la décision étaient purement humains jusqu'à présent. Donc, OK, l'opérateur, finalement, avait accès à des données pour faire des choses. Maintenant, on se rend compte qu'on veut de plus en plus piloter, et finalement, il faut revenir à l'intérieur des sites. Et le contrôle à partir de l'extérieur du cloud, en tout cas pour mes principaux use cases, c'est très compliqué. Enfin, maintenant, il faut revenir, réinstaller des choses sur les sites. Et donc nous, on gère, et c'est là où interviennent les équipes de Jouana, puisque on a besoin de capteurs, on a besoin de transmission de données, d'IoT. Et donc là... Bon, salut, nous intervenons sur la partie installation de capteurs, tout ce qui est chaîne d'acquisition, transport de données, traitement de données, jusqu'à le logiciel de NumTech. Puis on interagit sur la partie contrôle-commande du système. Une fois la décision est prise par le logiciel NumTech, on prend en charge de transporter la commande. Nous intervenons, voilà, nous avons des exemples sur des projets domotiques déjà installés chez certains clients. Pour ce projet-là, c'était fait par Suprema, été déployé à Strasbourg. C'est pour le pilotage d'eau de pluie dans les maisons. On a installé un système qui est autonome, qui prend les décisions sur la partie vidage de l'eau du toit, soit ce l'eau est acheminé pour remplir des réservoirs, soit si les réservoirs sont pleins, cette eau est dégagée dans un certain circuit. Ce projet aide les différents habitants à économiser au niveau d'eau et encore de protéger les toits, la qualité des toits contre tout ce qui est destruction à cause de l'eau. C'est un système totalement autonome. Il a pris la décision. On a installé les capteurs, fabrication de la carte électronique prototype, et il est bien installé. Il est fonctionnel depuis 1 an à Strasbourg. Merci. C'est vrai que ce projet est relativement intéressant, et je pense qu'on a tous constaté que les intempéries, notamment en été, sont de plus en plus soudains et de plus en plus violents. Et aujourd'hui, c'est un problème pour les métropoles. On voit très bien que quand on a ces averses d'orage, les routes deviennent impraticables. Donc aujourd'hui, il y a des exigences qui commencent à émerger, comme celle-ci, c'est-à-dire des exigences. On demande aux fabricants, aux bâtisseurs, de pouvoir stocker, d'avoir un peu un bassin tampon, en gros, sur les toits, pour retenir cette eau au moins pendant 15, 20 minutes, 1 heure, pour le relâcher sur un moment où les égouts, les évacuations d'eau ne seront pas surchargées. Je te demande. Bon, un deuxième exemple sur la partie domotique, Bruno a déjà parlé de tout ce qui est climatisation et la crise énergétique. La climatisation, ça coûte trop cher en termes d'impact environnemental et en plus énergie. Alors, ce projet était fait avec nos clients Aldes. Ce sont des fournisseurs de tout ce qui est pompe à chaleur, chaudière. Nous avons installé un système autonome qui sert à régler la température à l'intérieur du maison. Le client a 2 intérêts principaux. Le premier, c'est d'avoir plusieurs états de système. Soit on est normal, et soit on est dans un état économie, état éco. Et l'autre, c'est un boost. L'état éco, c'est comme son nom indique, est utilisé pour économiser de l'énergie, pour ne pas payer trop cher. Alors, on a des thermostats, des capteurs qui sont installés dans la maison, qui prennent des simples
qu'il mesure tout le temps la température. Et puis, cette température est relevée à notre système et notre système fait le calcul s'il interagit, il donne une ordre pour avoir un flux d'air maintenant chaud ou non, un flux d'air froid ou non. La deuxième, c'était la partie boost. Alors, si vous venez de revenir de vos vacances et la maison est trop chaude, trop froid, vous avez besoin d'un système de climatisation qui réagit très rapidement. Alors, pendant 15 ou 10 minutes, le système diffuse fortement de l'air chaud ou froid pour refroidir ou chauffer la maison. Tout ce système, c'est un système autonome. Les capteurs communiquent entre eux en Zigbee et communiquent avec notre système en Zigbee. Après ça, tout ça est envoyé à une passerelle domotique qui est liée à une application téléphonique. Alors, vous pouvez n'importe où, à quel moment, contrôler vos pompes à chaleur, vos chaudières et même de réchauffer l'eau chez vous et économiser en même temps si vous avez choisi d'avoir le mode éco. Notre système interagit durant toute la partie commande, contrôle et prend la décision pour l'utilisateur quand on fait encore des équations thermodynamiques qui, par exemple, on fait le calcul, lui, il a besoin d'avoir un 25 degrés, alors on choisit la route la plus optimale pour atteindre ces 25 degrés, soit en termes d'énergie, soit en termes du temps, selon les besoins de l'utilisateur. Bon, merci. Merci. Oui, donc effectivement, on arrive à la fin de cette présentation. Comme vous avez pu le constater, il y a eu énormément d'efforts d'ingénierie réalisés autour de ce projet. On a une chance dans notre groupe Fortil, c'est qu'on a des ingénieurs qui travaillent dans tous les domaines. Donc l'organisation de ce projet a été faite sur plusieurs groupes de travail, plusieurs disciplines. Donc on a un groupe d'ingénieurs qui travaillent sur les aspects énergétiques, un groupe d'ingénieurs sur l'aspect électrique, l'aspect automatisation et digitalisation, encore un autre groupe d'ingénieurs. Et j'en oublie un, c'est l'aspect système aussi. En fait, il y a la partie web, la partie développement web qui était encore faite par nos équipes à Toulouse. Oui, tout à fait. Ça. Oui, parce qu'effectivement, on est... moi, personnellement, je suis de Nantes, Joumana de Toulouse. Moi, je viens de Toulouse. Et moi de Clermont-Ferrand. Et de Clermont-Ferrand. Voilà, donc on est tous dispersés dans la France. Et donc ce projet, vraiment, a été déployé vraiment sur tout l'espace national à travers nos agences et grâce aux compétences de nos consultants. Voilà. C'est fini pour la présentation. Est-ce que vous avez des questions? J'espère que ce sujet vous inspire. Normalement, vous devriez avoir des questions. C'est toujours difficile le premier. Bonjour, Julie Jancourt, société DPM. Bonjour. J'avais une question au sujet des capteurs sur les toits avec l'eau de pluie. Du coup, par rapport à la température qu'il fait, j'imagine aussi que ça doit gérer la pluie, mais aussi les conditions atmosphériques. Par exemple, si ça gèle ou etc., l'entretien doit être très, très contraignant pour la société qui a installé les capteurs sur place. Et du coup, je me demandais, qu'est-ce que vous avez mis en place pour maintenir en fait tous ces capteurs. Merci. Donc effectivement, c'est une très bonne question. La maintenance de ce type de capteur est une difficulté, parce que il faut envoyer un technicien sur le toit. Il n'y a pas d'autre solution. Oui, en fait, le système on a fait une étude pour minimiser l'intervention humaine. Par exemple, on peut dire qu'on a fait des calculs en termes de consommation de piles. Le système est commandé ou contrôlé est alimenté par une pile. Et si c'était une contrainte mise par le client,
tout ce système est conçu sur un pile où il peut travailler en autonomie durant une année sans aucune intervention. En plus, le type des capteurs utilisés, tout ce qui est relais, etc., on a fait c'est pas choisi aléatoirement, c'était plutôt, on a tout ce qui est on a pris en considération la résistance capteur, leur durée de vie et tout ça. Et le système, normalement, le compagnie, au pire cas, ils ont une intervention chaque 8 mois, mais pas avant ça. Et tout ce qui est, on a fait pas mal de parties, tout ce qui est filtrage, même protection, tout ce qui est matériel. C'était une grande étude juste partie protection, autonomie en termes énergétiques et en termes d'intervention des techniciens. En termes de, pour répondre très précisément à votre question, donc l'autonomie de ce capteur, la durée d'autonomie a été déterminée par rapport à notre client, par rapport aux interventions des techniciens. C'est-à-dire que les techniciens vont faire des vérifications sur les toits ou interviennent sur les toits tous les 4 mois, donc il faut une autonomie tous les 4 mois. Et le technicien vient et remplace la pile lorsqu'il accède au toit. Peut-être, je vais juste compléter, c'est aussi le problème du modèle économique. Parce que capteur et capteur, oui, vous pouvez avoir un capteur pluviaux qui va geler, ou vous pouvez avoir des capteurs pluviaux avec des résistances thermiques et autres, mais le coût d'opération ou de capex n'est pas le même. Donc c'est l'équation qu'il faut arriver à résoudre par rapport à aussi où va être l'installation, et des fois aussi nous c'est l'avantage aussi, mais c'est vraiment sa difficulté, c'est des fois aussi une vision monde. C'est pas parce qu'on installe ça en Bretagne que ça va être la même chose dans les Alpes, mais que ça va être la même chose à Dubaï, que ça va être la même chose au Maroc, que ça va être la même chose au Brésil. Et là, les contraintes peuvent changer. La solution unique, je pense qu'elle n'existe pas. Enfin, si, elle peut exister. Mais dès que vous commencez à associer les capteurs les plus performants, les plus robustes et autres, voilà, le coût économique, là, il n'existe plus. Donc après, à un moment, il faut faire des choix aussi. Malheureusement, il y aura toujours des risques. Donc c'est jusqu'où on arrive à accepter, alors soit à la fois pour l'utilisateur, celui qui va faire du service, c'est pas simple. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui, bonjour, Christophe Chalès. Je travaille à Lyon Métropole Habitat, qui est un bailleur social. Bonjour. Je vois vos projets un petit peu comme un projet élitiste, en fait. Quelles sont les idées qui seraient transposables, en fait, dans le domaine de l'habitat collectif, social ? Donc, effectivement, il faut réfléchir sur différentes applications. Donc, nous, on voit une application qui est très intéressante, notamment en France et en métropole. C'est autour de la fabrication d'une maison de quartier. Donc, cette installation serait un lieu de rencontre, un lieu où on peut faire par exemple une pépinière qui permettrait d'équiper un quartier. Donc, les habitants de ce quartier viendraient tôt dans la saison récupérer par exemple leurs pieds de tomates pour les installer dans leur jardin. La partie habitable pourrait être un espace de stockage pour tous les équipements d'entretien de jardin dans un objectif de partage au sein d'un quartier. Cette installation dans un quartier pourrait aussi accueillir par exemple un système de casier pour les livraisons de colis, pour la poste par exemple. Voilà, donc voilà une application qu'on a pu réfléchir. Donc on a réfléchi à énormément d'applications possibles à travers cette installation. Voilà, j'espère que je réponds un peu à votre question. Après, c'est aussi l'objectif qu'on veut avec la partie Open Lab. En fait, l'Open Lab, c'est quoi ? C'est aussi une plateforme de simulation. Donc de l'ouvrir et de permettre aussi à des gens d'avoir des cas d'application et éventuellement d'insérer ses propres modèles de simulation par rapport à des applications que nous, on n'a pas forcément pensé.
Très sincèrement, enfin, l'habitat social, non. Enfin, ça n'a pas été, on ne l'a pas imaginé, l'Open Active House en tant que juste habitation sociale unique. Plus, comme disait Bruno, oui, maison de quartier, enfin, un lieu de vie éventuellement commun. Mais le projet de plateforme Open Lab, c'est de l'ouvrir et de l'enrichir aussi avec des cas d'application, des cas de réflexion qui vont aller au-delà de ce que nous, on a commencé à initier. Je pense que Bruno n'est pas entré dans les options que donne Open Lab dans l'application. Par exemple, il y a pas mal de personnes maintenant qui demandent des études pour faire avec la crise énergétique, s'ils déposent des panneaux solaires sur leur toit, etc. L'Open Lab, par exemple, il peut simuler si c'est rentable pour nous et combien d'énergie, et c'est gratuit en fait. C'est un open source. En plus, même, ils peuvent avoir l'Open Lab encore contient la partie contrôle des déchets, et il peut mesurer s'il y a pas mal de gens qui sont intéressés par leur impact environnemental. Alors, avec cette application, les gens peuvent connaître exactement l'impact, comment l'environnement, et il peut proposer des solutions pour réduire leur impact environnemental. Alors ça, c'est au quotidien, il peut aider les personnes à prendre des décisions, genre énergie, même il y a des données sur le sol, même si quelqu'un va cultiver, il peut connaître si ces plantes vont survivre ou non. Et voilà, alors c'est même si c'est pas l'Open Active House qui est implémenté en totalité, les habitants peuvent bénéficier de certains axes ou certaines applications de cette maison-là. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je ne sais pas quelle heure il est. Je pense On est dans les temps. Bon, bah écoutez, merci beaucoup pour votre présence. Voilà. Et n'hésitez pas à venir vers nous si vous avez des questions. On a un stand juste là-bas. On pourra vous expliquer davantage ce projet et nos initiatives. Merci beaucoup, bonne journée, bon salon.